Le Pitch Club de Lenny Bunga. Bonsoir ou bonjour si vous écoutez ce podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch Club avec ce soir Lenny Bunga. Bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Alors le Pitch Club. Toi c'est David Sfez et moi c'est Mustapha Kachour. Comme c'est marqué dans la description on du podcast. travaille au sein du magazine We Love Comedy et le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et comme Lenny est un raconteur de bonnes histoires. Oh la pression, ouais. Ça veut dire que je dois être fort là, je dois être bon maintenant. Depuis quelques mois, t'as testé un nouveau truc sur IGTV, donc c'est les leçons, un format qui est un peu plus long, où tu te filmes face caméra et tu livres ta vision de l'histoire. Alors peux-tu nous expliquer comment est venue cette idée, comment tu mets ça en place? C'était l'année dernière, au début du confinement, en mars. Je revenais du Cameroun et du Gabon et je savais que les scènes allaient être fermées. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire pendant au début c'était 2 mois. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 mois, tu sais, chez moi, à rien foutre et tout. Les gens disaient, ouais, ça va nous permettre d'écrire et tout. Donc, ouais, t'écris un peu pour la scène, mais tu dis, je peux pas tester, c'est chiant, tu vois. Et je me suis dit, bon, moi j'ai plein d'histoires à raconter, plein de trucs que j'ai appris que je devrais balancer. Vas-y, j'envoie en petite vidéo. La première, c'était sur l'os d'Ishango, un os qui a été découvert au Congo, et je me suis dit, allez, c'est parti. Attends, sur quoi? L'os d'Ishango. C'est quoi? Alors, pour beaucoup de scientifiques, c'est la première trace de l'être humain en termes de tout ce qui est arithmétique. Tout ce qui est compter. Ah, en datation, tu veux dire, c'est le premier bout d'os d'un être humain. Non, c'est un os qui a servi on pense que c'est un bâton à compter. Ah, tu veux dire, c'est d'accord, ouais. C'est comme un ordinateur. C'est comme une calculatrice. Ouais, je sais pas si c'est dans une calculatrice. Ouais, une calculatrice plus. De l'époque. Ouais, voilà. Et un os avec des taillades, un nombre bien précis de taillades et. C'est de quand? Alors l'os d'Ishango, il date de plus de entre 20 et 30 000 ans. Et il y a un autre os qui est en Afrique du Sud, qui est l'os d'Ibambo, je crois. Que je dis pas de conneries, ouais. Et qui est un peu plus vieux, je crois. Donc en gros, c'est un os d'un animal, ok, qui a été utilisé, ou d'un mec, on pense que c'est un os humain, ouais. D'accord. Et dessus quoi, il y avait des marqueurs, des points, des trucs. Ouais, il y avait des traits comme une règle, tu sais, un millimétrage, sauf que c'était des traits de comptage sur chaque côté, avec un bout alors je sais pas si c'est de quartz, de diamant qui était collé au bout, quoi. D'accord. Et on sait à quoi ça servait? Beaucoup pensent que c'est le premier bâton de comptage, donc la première preuve d'arithmétique dans le monde, et d'autres, il y a toujours des détracteurs qui disent non, c'était juste un sceptre ou un truc comme ça. Espèce de truc de décoration. Ouais, voilà. Mais en attendant, il se trouve dans un musée en Europe. C'est bizarre. Je me dis, comment on peut dire, ouais, non, c'est pas un vrai truc, et il se retrouve quand même dans ton musée, chez toi. Il est dans quel, il est au musée de sciences naturelles de Bruxelles, en Belgique. D'accord. Et comment tu fais pour choisir chaque leçon et pour préparer justement ces leçons? Alors au début, c'était beaucoup des leçons d'histoire, donc beaucoup à apprendre genre sur l'histoire et tout. Et à un moment, je me suis dit, plus que de l'histoire, il y a aussi mais j'aime pas dire idéologie parce que pour moi c'est pas une idéologie mais plus des philosophies de pensée, tu vois. Et ces philosophies de pensée matchaient avec le moment. C'est-à-dire que c'était bien avant George Floyd, tout ça, et je pensais déjà faut faire attention avec ce qui passe avec la police. Faut faire attention sur ça, et en fait ça arrivait à la croisée des chemins, quoi. Tout est arrivé au moment où mes vidéos parlaient de ça, l'actu c'était pas un truc où tu te dis le gars il en parle 3 mois après ou une semaine après, c'était le truc genre j'en parlais, le lendemain ça arrivait ou j'en parlais et quelques jours après ça arrivait, tu vois. Donc c'était Est-ce que ce concept là tu l'avais déjà, ça faisait combien de temps que tu y pensais en fait avant de l'implémenter? J'ai toujours pensé faire plein de choses sur les vidéos, mais pendant longtemps je me disais je suis pas un youtubeur, il faut que je trouve un truc qui soit propre à moi. Je voulais pas être juste dans ma chambre et faire hey salut les gars. Donc je me disais, et puis même il fallait que ça parle avec la personne que je suis, la personne que j'étais sur scène, la personne que j'étais dans la vie. Il fallait que ça matche. Je pouvais pas me dire j'avais commencé par faire des petites vidéos où j'invitais à chaque fois un pote humoriste et on parlait de choses. Par exemple on parlait de faits historiques. Et en fait, il y avait une partie où c'était explicatif avec mon pote, et une autre partie c'était sur scène. D'accord. Il s'appelait une autre version de l'histoire. Et en gros, j'expliquais des choses, des faits historiques que les gens ne savent pas forcément, parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école ou qu'on va créer dans les médias. Au départ, t'avais besoin d'un alter ego qui te renvoie en fait. Ouais, voilà, j'avais besoin d'un truc comme une partie de ping-pong, quoi, avec un échange.
Et après, t'as décidé de passer au face caméra. Ouais, non, le face caméra c'est venu bien après. Le face caméra c'est venu, je te dis, je suis parti au Cameroun et au Gabon pendant 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, je réfléchissais j'en entendais parler coronavirus, on va confiner, et je me disais, qu'est-ce que je vais foutre pendant 2 mois chez moi à rien glander que juste à écrire des vannes. Donc t'avais toujours ce concept-là pas d'éducation, on va dire d'information. Voilà. Vous mettez les deux, information, transmission, pour moi, c'est les deux. Ouais, mais c'est-à-dire transmettre une information qui n'est pas forcément à disposition. Ouais, si tu veux. Toi, tu avais l'intention de relayer ces éléments-là, qui sont pas renseignés pour toi suffisamment dans les écoles primaires, secondaires, on va dire. Ouais. Et tu t'es dit, voilà, je vais m'adresser à ma communauté, ceux qui me suivent, voilà. pour essayer d'échanger, de partager avec eux, parce que j'ai vu aussi que il y a beaucoup d'interactions dans les commentaires. Je pense il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a ce côté où quand on est artiste, il y en a beaucoup qui veulent dire moi je suis qu'artiste et voilà, je vais pas interagir avec vous, je donne ce que je donne et voilà, vous devez vous en satisfaire. Moi, j'avais peut-être plus le truc de je suis artiste, mais dans la vie, j'aime échanger, j'aime parler, j'aime truc. Je suis pas quelqu'un qui est froid. On s'est déjà croisé plusieurs fois. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui est froid. J'aime parler avec les gens. On se connaît un peu. On se connaît un peu. À la base. Tu vois, non, mais c'est vrai. On se connaît un peu. On s'est déjà croisé plusieurs fois. Je suis pas quelqu'un qui est froid. Si tu veux me parler, jamais je te dirais vas-y. À part si je suis énervé, jamais je te dirais vas-y, laisse-moi, tu vois. Et donc, en fait, t'aimes bien dans l'échange. J'aime être dans l'échange. J'aime pas que pour tout ce qui concerne l'africanisme. Pas forcément que l'africanisme. Dès que avant d'être un panafricain, avant d'être un homme noir, avant d'être un humoriste, je suis un être humain, tu vois. Parce qu'en fait, là, je voudrais revenir à ta qualité de stand-upper. Ouais. Parce que nous, au départ, on te connaît comme humoriste. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs types de stand-uppers. T'en as, ils déroulent leur texte, en général. Ils font comme si qu'ils parlaient au 4e mur, le public. Ouais. Mais ils s'adressent pas concrètement à lui. Et puis, il y en a qui échangent pas mal avec. Ouais. Qui envoient des vannes pour faire des rires et revenir avec. Toi, j'ai vu que tu le faisais tout le temps, ça. Ouais. Dans tes sets, ça revient à chaque fois. La vanne, t'improvises des fois un peu, tu écris par rapport à où t'es dans une salle suisse, tu adaptes, tu remets des trucs. Donc, t'es habitué à avoir l'interaction. Et j'avais l'impression que ça, l'Insta, c'est la continuité de ça. C'est-à-dire que tu continues à interagir avec les gens, avec des échanges sur Instagram, ce que pas beaucoup d'humoristes font. En général, les autres humoristes, souvent, quand ils interagissent, c'est quand il y a un mot pas cool, tu vois, ils disent mais pourquoi tu dis ça? C'est ce que souvent quand on a les humoristes, ils disent toujours ça. Nous, on voit les trucs négatifs. Toi, t'es dans les trucs positifs. C'est ce que j'ai remarqué. Tu vois les trucs, hop, t'essaies de créer une interaction avec le public. Donc pour moi, en fait, c'est une extension de ce que tu fais de base. Tu fais du stand-up sur Insta avec d'autres méthodes. Ouais, il y a de ça. Mais après, moi, je vois comme ça. J'ai beaucoup grandi en communauté. Alors, j'ai grandi dans une famille, on était 6 frères et sœurs. J'ai beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles, ça a toujours été en communauté. Et hormis ça, à l'école, c'est pareil, j'étais beaucoup en bande. J'ai fait les scouts. Donc, très communauté. Ça, on va y venir après. T'inquiète pas, tu vas en on parler. est du ghetto. Non, mais j'ai fait les scouts, donc j'ai toujours grandi en communauté, j'ai toujours interagi, j'ai toujours aimé, partager avec les gens. Je suis pas quelqu'un qui suis, fermé. C'est dans ta nature. C'est dans ma nature. Je peux pas l'enlever. Il y a ça. Et après, il y a ce côté aussi. Je viens parler de sujets lourds. Ok. Ouais. Donc, déjà, je peux pas arriver en mode genre, je suis fermé ou je viens parler que de trucs. Je viens parler de sujets lourds. Je sais très bien que des fois, ça va vite. Tu sais, c'est très dur de venir et parler de colonisation ou décolonisation sur scène avec un public où, déjà, limite, ils sent pas. Ouais. Tu sais, ils sentent que t'es en mode genre mauvaise vibe. Déjà, si tu leur montres que, mec, on vient de se parler de ce jeu, mais je suis cool. Je suis détente. C'est, toi et moi, faut que la vibe soit toujours dans la discussion sympa. Ouais, voilà. Il faut que la vibe, elle soit pisse. Si la vibe, elle est pisse, après, même si on n'est pas d'accord, on va en sortir d'un truc pisse. Si on n'est pas d'accord, j'arrive, je suis vénère, ou je fais mon texte, et genre, quand il y a un truc mauvais, je fais, toi là, pourquoi truc, vas-y, je vais te valer. Gars, mes sujets, ça va être très dur. Tu vois, ça va être très dur à ramener. Les gens vont juste dire, c'est un noir énervé, qui parle de choses énervées. Tu vois ce que je veux dire? Un homme en colère. Ouais, c'est encore ça. Voilà. On va sortir de la carte de c'est l'homme noir en colère qui vient de parler. Non, moi, je suis pas en colère. Ça s'est passé, c'est fait. Il y a des trucs qui se passent. Ça m'énerve, hein. Mais je sais que je peux en parler. Avant de faire les vidéos, en fait, on t'a connu, c'est plus par rapport au stand-up. Et je voulais savoir justement, c'était quoi la vie de Lenny Bunga avant de monter sur scène, avant de faire des vannes sur scène? Est-ce qu'il était déjà tu fouillais un peu dans les livres d'histoire? Est-ce que tu te voyais faire comédien? Est-ce que c'était quoi tu mettais quoi? En fait, c'est ce que tu mettais quand t'étais au collège ou au lycée sur l'affiche qu'on met au début d'année. Tu sais, qu'on demande, tu voulais faire quoi plus tard comme profession? Tu mettais quoi comme? Lenny Bunga,
et il a été perdu. J'aime pas dire perdu. Lenny Bunga, il parle à la troisième personne. Non, Alain Delon. J'aime pas dire perdu, mais déjà, il a dû découvrir qui était Lenny Bunga. Oui. Tu vois, et ça a pris 27 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pris 27 ans de trouver qui était Lenny Bunga. Avant, Lenny Bunga, tu sais, j'ai passé par Lenny Harvey, Lenny Nuno. C'est dur de le dire ça, mais je suis un enfant noir qui a grandi à Nice, ok? Les gens peuvent dire, mais non, mais faut pas voir la couleur. Frère, j'ai grandi dans une ville où 20 ans avant, les Noirs étaient persona non grata. Genre, personne non désirée. Les gens oublient ça. Ouais. Tu sais, c'est pas si longtemps que ça. Genre, 20 ans avant mon arrivée, genre, moi, je suis arrivé dans les années 90, dans les années 70, frère, les Noirs à Nice, c'est pas dit ouvertement, mais ils étaient persona non grata. On leur disait, hey, gars, va, monte vers la capitale, va vers Marseille, c'est mieux, tu vois. Donc, il y avait pas énormément de familles noires. Moi, dans ma classe, j'ai dû attendre, je te dis, la 4e avant d'avoir une autre personne de couleur, tu vois. Ah ouais, et en plus, la phrase qu'on te sort tout le temps, c'est, ouais, mais toi, t'es pas comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu te dis, mine de rien, quand tu te dis, ouais, c'est vrai, je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres, parce que les autres, tu les côtoies pas. Tu sais, moi, j'ai grandi, dans les quartiers Bourges, Bobo de Nice, tu vois, genre, mon père avait cette philosophie de, mes enfants sont très, influençables. Si on va dans des quartiers, ils vont mal finir. Et je suis sûr qu'il avait raison. On aurait très mal fini, c'est sûr. On aurait mal fini. On a beau se dire, non, on aurait mal fini. Et, donc, il y a ce truc de, mes enfants doivent avoir la meilleure éducation possible, ils doivent être dans les meilleurs endroits possibles, ils doivent pas avoir certains problèmes. En tête, ils doivent pas avoir en tête certains problèmes que les enfants qui vivent en quartier, en banlieue, je dis pas tous, hein, mais tu vois. J'ai vécu dans un environnement très blanc bobo, tu vois. Mais c'est pas permis d'avoir une belle enfance, tu vois. Attends, blanc bobo à Nice, il y en a? Ah frère, Il y avait déjà des bobos il y a 20 ans à Nice. frère, mais c'était le début des bobos, mon gars. Mais les Parisiens, ils pensent qu'ils ont créé les bobos. Gars, moi j'ai grandi avec des gamins. Non, Laisse ça va tomber. pas. Et ce qui est ouf, c'est dingue, hein. Dans un de mes sketchs, je le dis, j'ai grandi avec des gens. Aujourd'hui, tu les vois, c'est des fachos de ouf. Croix gammée et tout. J'ai déjà recroisé des gars, je fais, ouais, Cyril, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont Ouais, brillé, Julien, quoi. qu'est-ce qui s'est passé? T'étais au collège avec eux? J'étais certains à l'école primaire avec eux, d'autres j'étais Ouais. au collège avec eux, frère. On était les meilleurs potes du monde. Tu vois, on était les meilleurs potes du monde. Genre, les parents nous invitaient à manger chez eux. Moi, mes parents les invitaient à manger chez moi. Enfin, meilleurs potes du monde, tu vois. Et tu les revois des années plus tard. Toi, t'es parti, t'as fait ta vie et tout. Tu les revois des années plus tard, tu reviens, tu les croises par hasard. Et tu vois, et tout, j'ai vu tes sketchs et tout, c'est cool. Et tu vois qu'ils sont tatoués et tout, ils te disent, ah, moi, tu vois, alors, ils te postent leur Facebook ou leur Insta, tu fais genre, wow, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ça, tu penses que c'est dû à quoi? C'est l'effet de groupe? Ils ont fait des rencontres? Effet groupe, entourage, c'est tout, c'est un tout. C'est moi, encore Ouais. une fois, je dis, pour tout le monde, hein, on a la chance de voyager. D'accord. Voyager, ça nous permet de rencontrer d'autres façons de penser, d'autres façons de voir. Tu sais, moi, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, il y a un truc qui m'avait interpellé. Je vais en Côte d'Ivoire, et tu sais, moi, j'ai l'habitude des mannequins qu'on met dans les magasins en vitrine. Tu sais, c'est toujours les mannequins filiformes qu'on connaît, tu vois, que j'ai toujours vu en Europe. Et j'arrive là-bas et je vois un mannequin avec un boule énorme, un fessier. Je fais wow, tu vois, je fais ouais. Et dans ma tête, je rigole. Et après, je me dis mais attends, mais c'est normal. C'est à la morphologie. À la morphologie du pays même, à la mode du pays. Tu vois, le pays n'est pas forcément, tout le monde pense pas forcément comme l'Europe. Tu vois, tout le monde n'a pas cette vision de la femme filiforme. Tout le monde n'a pas ce. Oui, disons qu'il y a des caractéristiques par Il y a rapport plein de à trucs, certains endroits, des plein continents. de visions de c'est voir, connu. des trucs. C'est pour ça l'histoire aussi. J'aime beaucoup l'histoire parce que l'histoire te permet de remonter à la source. Je dis pas que c'est l'histoire universelle parce que dire qu'il y a une histoire universelle, ça n'existe pas. Mais je dis que ça te permet de parfois remonter à la source de plein de problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'arrache les cheveux alors que ça pourrait être réglé très simplement. Il suffit juste de se pencher sur l'histoire pour voir qu'est-ce qui a déraillé, qu'est-ce qui a. Et tes potes qui sont devenus un peu extrêmes, donc ils regardent de ce que tu fais et tu es en contact avec, enfin des ex. Je suis pas en contact avec, mais des fois je reçois des messages quoi. venus de l'espace, de l'espace-temps, des messages qui font hey, salut, tu te souviens, on était ensemble en 5e et tout. Je fais oui, je me souviens et tout. Ouais. Et c'est dingue parce que des fois tu sais, on a cette morphologie de se dire ça va être forcément un blanc en crâne rasé et tout. Mais j'ai eu des potes blancs en crâne rasé qui sont devenus blancs en crâne rasé, comme j'ai eu des mecs qui sont malgaches, métis, tout ça, et qui sont dans la pensée fasciste de ouf. Et tu dis mais parce qu'ils sont restés là-bas, qu'ils sont pas voyagés, ils ont pas bougé, ils ont pas vu comment était le monde, ou quand ils ont voyagé en mode touriste. Et je pense que l'erreur aussi que beaucoup de gens font, c'est on voyage en mode touriste, on voyage avec les hôtels, on voyage même pas club organisé, juste un hôtel, t'as la piscine, regardez, tu prends quelques photos et tu te dis mais gars, t'apprends pas à voir comment pensent les gens là-bas en vrai. Tu vois, et c'est ça, voir d'autres façons de penser, de se dire que le monde il est vaste, qu'il a pas qu'une seule histoire, qu'il a pas qu'un seul point de vue. Et juste pour revenir, donc à l'époque, là, quand t'étais au collège, tu dis, je traînais en bande. Donc, et c'était quoi, toi, tes aspirations à l'époque? Tu te projetais comment, ouais? Au collège, alors moi c'est dingue parce que depuis le CE2,
j'avais fait une pièce de théâtre à l'école, tu vois. Ah bah, et je donc sais t'avais pas déjà. pourquoi, Ouais. mais je sentais que ce métier était fait pour moi. Il y a un truc où je me disais, un jour je ferai ça. Quand t'avais été choisi pour faire la pièce, ça s'était passé comment? Est-ce que on t'as sollicité? C'est toi qui allais vers ça? On était en classe, il y avait un prof de théâtre qui venait tous les mercredis, et un jour il dit, bon, je vais choisir des gens pour une pièce, vous avez, il y a 6 mois, et pendant les 6 mois, je vais vous regarder et tout. Donc les 6 mois passent, et un jour il dit, bon voilà, j'ai pris un tel pour la mère, un tel, c'est un truc en famille, genre c'était une famille qui était en voiture. Je sais pas si c'était un sketch repris de La Roche et Palmade, là. La Roque et Palmade. Enfin, je crois que ça devait être un truc comme ça, tu vois, mais qu'il avait revisité, le gars. C'était une famille qui partait en vacances en voiture, et en fait, il y avait une voiture qui les suivait tout le temps et tout. Il se demandait pourquoi il me suit. Ah, en fait, à la fin, il lui ramène un objet, genre, qui était tombé de son Ah oui, coffre. d'accord. Ouais, ouais. Toi, t'avais la réplique dedans. Et ouais, moi et en fait, je choisis pour le père. Je fais, Donc un rôle principal. ouais, je fais, bon, bah, ok, tu vois. Je prends le père et tout, et il y a cette kermesse à la fin d'année, c'était une école semi-privée. Le daron qui est venu avec le caméscope. Mon daron, ils s'en foutaient, mon gars. Pourquoi Mon daron, il avait, je crois même, il arrive en retard, gros. Il est en retard et tout, il a fait, oh là là, c'est quoi Il y avait combien de personnes qui vous regardaient là, pour le... Franchement, il devait bien Tu avoir te souviens un peu 300, 400 personnes. C'était Ouais, beaucoup de c'était parents d'élèves, beaucoup de des monde. élèves, des trucs. Enfin, C'était tu quoi? vois, C'était dans une salle, dans non, un c'était théâtre? c'était la cour de l'école, ouais. Mais vous avez des micros? Enfin, c'était comment? C'était... Oh, il y avait 2 micros qui étaient posés comme ça. Ouais. Il y avait 2 chaises et un banc. Les enfants étaient sur le banc, nous on était sur les chaises en mode D'accord. faisant semblant genre. Qu'un volant en carton. Ouais, même pas. C'était un Mais ça volant. va, c'était petit bien. phare volant. C'est du air volant. mon gars. T'avais kiffé derrière, quoi. Après, tu... J'avais kiffé, les gens avaient kiffé, et en fait beaucoup de parents et de profs ont dit il faut inscrire votre enfant au théâtre, quoi. Il a un truc. Ouais, il a un truc, faut inscrire votre enfant au théâtre, il a quelque chose, faut pas le laisser partir. Donc j'ai fait 1 an dans un cours particulier, mais c'était cher. Et on avait 6 enfants, tu vois. Et même si on vit dans des beaux quartiers, on n'a pas les moyens. Tu sais, souvent quand je dis on vit dans les beaux quartiers, les gens se disent Tu te souviens des cours que tu faisais à ce moment-là? Tu te rappelles, hein, de la pédagogie? C'était comment? c'était beaucoup de cours d'articulation au début, tu vois, Ouais, que j'ai Bobu. perdu maintenant. Ouais. Maintenant je suis en speed, Tu l'as mis de je suis un côté, rappeur. mais par contre, quand tu fais de la scène en stand-up, ça revient vite, l'articulation. Ouais, mais parce que juste avant la scène, je suis en mode genre tu te petit à concentres à petit mort, là. petit pas. Et donc t'as fait cette pièce en CE2 qui a été un carton où tu dis après t'as fait l'école, on t'a dû arrêter. J'ai dû arrêter parce qu'on était beaucoup d'enfants et que mes autres frères et sœurs commençaient à dire pourquoi Lenny a des privilèges? Pourquoi Lenny a des privilèges? Lui il peut faire des cours de théâtre, nous on est obligé. Et à un moment mon père m'a dit ils ont raison. Il y a pas de raison que. En plus je suis le premier garçon, donc eux dans leur tête c'était en mode genre comme c'est le premier garçon il se fait chouchouter. Et mes parents ils ont dit les gars y a pas de ça chez nous mon gars. Et du coup après j'ai commencé. Ce que je faisais c'est que il y avait une pièce de théâtre dans un vieux théâtre dans la vieille ville de Nice. Et j'allais en secrète, j'allais en cachette, je me cachais vers le truc et j'allais en cachette et je regardais toute le répète. Et un jour, ils me voyaient tout le temps, ils m'ont dit, gars, viens faire le garde. Tu vois, j'avais 9-10 ans, tu vois. Viens faire le garde. Et je partais, après l'école, j'y allais. Ah oui, t'avais 9-10 ans. Faut remettre ça en perspective. T'étais un Tu gamin. traînais ouais. dans les rues de Nice pour. ouais. Je traînais, je sais pas. Les rues malfamées de Nice. Je partais après les cours, hop, je passais C'était par loin de chez l'arrière. toi, le triathlon, enfin, C'était pas à côté, ouais. mais pour un gamin de 9-10 ans, c'est énorme. C'est énorme, mais en fait, mes parents, un jour, mon père commençait à s'inquiéter, tu vois, ils se disaient, mais il rentre toujours tard, je rentrais vers 19, 20 heures, tu vois. Et j'ai toujours sorti des mythos, genre, oui, l'école. À un moment, mes parents, ils ont pété un câble. Et un jour, mon père, il m'a suivi. Je sors de l'école, il me suit, on voit caché derrière la voiture, il me dit, moi, je sais pas qu'il est là. Je rentre par derrière et tout, il y a des adultes, je leur dis bonjour. Mon père, il me voit, je vais dans la vieille ville, je dis bonjour à des adultes, je rentre dans une petite porte. Il se dit, wesh, mon fils, il doit se prostituer. Il m'a dit, à l'époque, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il doit se faire de l'argent comme ça et tout. Il arrive, il tape, il dit, excusez-moi. Non, il voit les adultes qui sont en train de fumer, il dit, excusez-moi, je viens de voir mon fils rentrer. Et il fait, Lenny et tout, il fait, allez-y, c'est portez. Tu fais, mais c'est quoi ici? Il fait, c'est un théâtre. Un théâtre. Et il voit, pendant les répètes, moi je suis sur la scène avec mon petit bateau en train de faire le garde et tout. Je suis trop content, j'ai aidé à faire tout ce qui était déco et tout ça. Et la fin de la répète se termine. Mon père il est là, tu vois. Moi je suis là. Il a réagi comment du coup ton. Au début il a parlé avec le directeur du théâtre et tout. Après on est rentré, au début c'était très silencieux et après c'était genre pourquoi tu m'as pas dit et tout. Je dis gars on a plus d'argent, on n'a pas d'argent. Je peux pas dire donne-moi de l'argent pour faire des pièces. Et genre il a dit à ma mère et tout, ma mère elle a compris. Enfin mes parents ils ont vite compris que ils savaient je pense avant moi que j'allais faire un métier où c'était très T'avais oral le et tout. virus, quoi. Mais je leur ai dit tellement de choses. Au début, je vais être archéologue, puis paléontologue, puis océanographe, puis conduire les parachutes à Nice. C'est genre, Attention, allez, à 9-10 ans, on dit pas Parachute de trucs, hein. ascensionnel. Ouais. Ah, tu voulais faire les tours en bateau ouais, pour les les touristes. bateaux, allez, attachez-vous. Je vais pas faire ça. À un moment, je voulais concurrencer mon père. Mon père, il avait une brasserie à Nice. Il disait, un jour, j'aurai un restaurant. J'avais fait une lettre. Un jour, j'aurai un restaurant. Parce qu'à ce moment-là, l'école devenait catastrophique. L'école et moi, on était
on s'est séparés pas assez vite, mais Toutes les matières où il y en avait quelques non, pas toutes les matières, les matières que je choisissais, c'est ça qui est dingue. Tu vois l'histoire, personne pouvait me tester en Ça histoire. arrive souvent, ça. Personne pouvait me tester en histoire. Et c'est ouf parce que maintenant j'ai quasiment tout perdu, tu vois, tout perdu. Toi, c'est les personnages qui t'intéressaient? Historiques? L'histoire. Les figures, Tu sais, quoi. c'est l'histoire. Regarde aujourd'hui, je suis plus grand, mais je suis fan des One Piece, des Seigneurs des Anneaux parce que c'est des mondes qui te font rêver, qui te font voyager, qui te font sortir de ton train-train quotidien. Et l'histoire, mine de rien, ça te dit, putain, avant moi, il y a des mecs qui ont fait des trucs de ouf, qui ont voyagé, qui ont découvert des choses, qui ont créé ça, qui ont fait que l'humanité a avancé, ne serait-ce que un peu, tu vois. Sauf qu'à un moment, tu te dis, l'histoire, elle est trop belle, elle tourne toujours autour de la même personne, tu vois. Est-ce qu'à l'époque, tu lisais des bouquins, déjà? Enfin, un petit peu. Je lisais des bouquins, mais à l'époque, lire des bouquins, c'était chiant pour moi. Pour moi, les bouquins, c'était les mangas, c'était les BD, tu vois. Et Ouais. j'ai commencé à lire des bouquins quand on m'a donné un bouquin qui m'a intéressé. Et le premier bouquin qui m'a intéressé, c'était un livre qui s'appelait Black Boy de Richard White. Et c'était l'histoire de l'enfance de Richard White dans le Mississippi, comment il avait galéré. Rappelle-nous, c'est qui, Richard White? Richard White, c'est un écrivain afro-américain qui a fui la ségrégation qu'il y avait aux États-Unis, enfin ségrégation, les problèmes de droits civiques, tout ça qu'il y avait à l'époque aux États-unis, qui est venu à Paris, qui a été à Paris c'est pendant. récent. C'est un livre un peu contemporain, presque. Ouais, c'est fin des années 1800, début 1900. tu D'accord. vois. Et il raconte son histoire, il raconte le racisme qu'il a vécu là-bas. Comment c'était dur de s'en sortir, tu vois. À 13 ans, c'était un gamin quasi orphelin, tu vois. Et ce livre, à quel moment on te l'a donné? Tu te souviens? C'est un pote à moi qui s'appelle Timur Demir, je devais être en terminale ou un peu après. D'accord. Le gars me dit, tiens, regarde, j'ai lu ce livre, c'est Black Boy et tout. Tu sais, moi, je me dis, vas-y, c'est quoi, tu me donnes un livre parce que je suis noir, donc il y a écrit Black Boy. Il fait, non, mec, lis-le et tout. Et je le lis, et vraiment, je commence à le dévorer, le truc. Je dévore, et je dis, putain, le livre est dingue. Et je vois que le gars a écrit un deuxième livre qui s'appelle Une soif d'égalité. Je me dis, il me le faut. Il me le faut, tout. En fait, il explique quand il vit à Paris, puis après quand il retourne aux États-Unis. Et je le lis, pareil, je le dévore, je me dis, waouh. Et pendant un temps, j'étais très tourné vers l'histoire afro-américaine, parce que ici, on est un peu matrixé, on nous explique que l'histoire, c'est ce qui se passe aux États-Unis, tu vois. On essaye de se référencer à tout ce qui est aux États-Unis. Tu regardes la télé, le rap, tout ce qu'on avait pendant un certain moment, c'était les États-Unis. Et souvent, les gens vont dire, ouais, mais c'est peut-être un peu aussi à cause de la faute des parents, mais il faut comprendre que nos parents sont arrivés, on leur a dit, vous devez vous intégrer. Tu vois. Et pour nos parents, l'intégration, c'était d'offrir la meilleure éducation à leurs enfants. La meilleure éducation, c'était l'école. Donc, abreuve-toi de tout ce que te donne l'école. Et la meilleure éducation, c'était aussi de se dire, tu peux manger, tu peux manger. Il y avait pas aussi un petit peu de ce qui se passe à la télé et au cinéma, parce que nous, pendant longtemps, les seuls noirs que tu voyais à la télé et au cinéma, c'était des Américains. Il y a ça, mais je pense que là aussi, l'erreur est là, c'est qu'on se nourrit aussi que de la télé. Alors qu'on pourrait se nourrir de nos parents. Nos parents, ils ont un vécu, ils ont une histoire, ils pourraient nous dire exactement comment ils ont ressenti. Peut-être que c'est pas, l'histoire à proprement parler, mais c'est leur histoire. Et de par leur histoire, tu vas commencer à comprendre des trucs. Moi, c'est en grandissant et en parlant avec mes parents que j'ai pu comprendre des choses, par exemple, dans ma famille ou des choses dans certains comportements chez moi ou chez des personnes de ma famille. J'ai pu comprendre parce que ils m'ont parlé de leur histoire et que leur histoire coïncide avec certains faits de l'histoire que tu peux pas. Alors, tes parents sont originaires de deux endroits différents. Ouais. Donc la RDC, la République démocratique du Congo pour ton père. Exact. Et ta maman vient de la Réunion. C'est ça. L'île de la Réunion. C'est deux endroits totalement opposés. Totalement. La RDC, c'est un immense pays avec plein d'ethnies, beaucoup de problèmes, malheureusement. Et la Réunion, c'est un endroit très calme, avec beaucoup de bêtissage, beaucoup de mélange de plein d'endroits différents, avec une histoire un peu lourde. Parce que il s'est passé des choses et on n'en parle pas trop. Exact. Ouais, deux parents de pays différents. C'est comme si, mais là, comme on compare aux cartes qu'on nous donne aujourd'hui, on va se dire, mais en fait, c'est à côté. Tu sais, quand tu regardes la carte de l'Afrique et la Réunion, tu vois que c'est à côté de Madagascar, tu fais, oh, c'est pas très loin, en vrai. Tu fais, moi, en vrai, c'est comme si mon père était du sud du Portugal et que ma mère était en Suède ou Du nord de la Suède. Ouais, voilà. Et en termes de distance, c'est vraiment ça, quoi. C'est même voire plus. Ouais. C'est frère triple-le, quadruple-le. Et dans un des sketchs, je dis, j'ai des parents des deux côtés, de colonisés et esclaves. Tu vois, et les gens se braquent ou ne comprennent pas, mais en vrai, c'est ça. C'est du côté, c'est pas que ça. Oui, hein. parce que C'est la pas Réunion, c'est une terre d'esclavage. La Réunion, c'est une terre d'esclavage, c'est un port d'esclaves même, et un port de passage, même un carrefour. Et la RDC, c'est un pays qui s'est fait énormément coloniser par la Belgique, et qui a eu des millions de morts, on pense entre 8 et 13 millions. Disons que
en Réunion, on a importé des gens à l'intérieur de l'île C'est ça. pour cultiver les terres. C'est ça. Alors qu'en RDC, on a utilisé les gens sur place, on en a fait des esclaves pour produire des choses pour d'autres. Exactement. Voilà. Et toi, tu as reçu ces deux histoires-là. J'ai reçu ces deux histoires-là, j'ai pu voir des comportements vraiment dans ma famille, autour de ma famille proche, qu'il y a des comportements qui vont pas, que ces comportements, c'est dû à ça, en vrai. Tu sais, un jour, j'ai une pote qui me dit, moi, tu sais, elle était très, elle gardait beaucoup de bouffe. Tu sais, avant le corona, elle avait pris, je sais pas combien de rouleaux de PQ, des canettes et tout, enfin, des canettes. De la conserve. Ouais, genre, c'était la guerre. Elle stockait beaucoup. Je sais, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, je tiens ça de ma mère. Je sais pourquoi ta mère a fait ça. Elle tenait ça de ma grand-mère, elle l'a vécu pendant la guerre et tout, donc elle a beaucoup stocké et tout. Je fais, donc, t'arrives à comprendre que t'as ça, que t'as eu en héritage de ta grand-mère, mais t'arrives pas à comprendre que moi, mes grands-parents ont vécu des choses que j'ai reçues en héritage, forcément. Tu vois, des peurs, des craintes, des trucs que mes parents ont vécu, les gens je pense, ne veulent pas voir ça. Ils se disent, non, là, t'as la belle vie. T'as la belle vie, t'es plus sous les balles. T'es plus en train, et en fait, non. Tu te dis, on a une histoire qui est coloniale aussi. Et quand je dis coloniale, j'en veux pas en vouloir. C'est même pas en vouloir, parce que le fait, il est là, je peux pas en vouloir. C'est, les gens vont dire, mais t'es très sur les côtes de la France. Non, je suis sur les côtes de toute personne qui a colonisé et qui veut pas se rendre compte que ça s'est passé. Et qu'aujourd'hui, il y a des séquelles. C'est une injustice pour toi qui n'est pas assez, qui n'est pas réglée. Qui n'est pas réglée déjà. Premièrement. Qui est mal instruite. Très mal instruite. Voilà. Parce que, voire occultée plus. Je dirais qu'en France, il y a pas d'excuses. Il y a des écoles partout. En France, il y a un système éducatif qui existe, qui est en place, qui fait pas son travail pour toi. Mais en France, il y a un malaise. C'est qu'on a du mal à parler de la question coloniale. On a du mal. Et pourtant, prends Paris, ok? Prends une ville comme Paris. Il y a 350 statues à Paris. Ok. Sur les 350 statues, déjà, la première chose, c'est qu'il y a, 37 statues de femmes. Donc déjà, tu te dis qu'il y a, 10% statues, c'est des femmes. Déjà, la question, du sexisme se pose. Ça, c'est la première question qui se pose. Deuxième chose, combien d'hommes noirs ou d'hommes arabes qui ont fait ce pays, et combien ont des statuts? Sur la plupart des statuts, c'est des généraux. Donc, des guerriers, des militaires, sur la plupart des statuts, c'est des généraux coloniaux. En parlant de ça, là, on a fêté, c'est quoi, c'était la mort de Napoléon? Là. Ouais. T'en as pensé quoi? Moi, quand on parle de ces questions, il y a deux personnes qui s'opposent en moi. Il y a la personne qui va te dire, ouais, mais c'est l'effet d'histoire, tout le monde a massacré tout le monde et tout, mais t'as la personne aussi qui se dit, t'es humain et tu peux comprendre que, certaines choses nous aujourd'hui on voit comme des crimes contre l'humanité, ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça et on te fait croire que c'est du passé, c'est très lointain et tout. Il faut arrêter d'y penser et tout. C'était il y a 2 siècles, là, on va passer à autre chose. Et tout. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. Ce qui se passe à un moment présent va avoir des effets. Là, la discussion qu'on a va forcément avoir un effet dans peut-être 5 ans, 50 ans, 100 ans, on sait pas. Tu vois, c'est des décisions qu'on prend. Que des historiens, peut-être pas, je sais pas, hein, ils vont étudier au 21e siècle ce qu'on se disait en 2021, et peut-être que là, notre discussion, des gars qui étudient l'être humain à cette époque-là, vont dire voilà les sujets de discussion qu'ils avaient à cette époque-là. Ouais, voilà. Donc, et pour voir s'ils ont avancé ou pas. C'est un peu ta démarche, c'est-à-dire que toi, t'as une démarche qui est aussi, qui va loin, c'est-à-dire tu t'adresses pas qu'aux gens d'aujourd'hui, mais aux futurs gens qui vont étudier la sociologie du dépeuplement en Europe. Et comment ça évolue au niveau de la pensée, au niveau des débats, au niveau des sujets de discussion. Effectivement, c'est totalement ça. C'est même plus pour... je me dis, aujourd'hui, on fait des choses. Ok, je te dis, on crée des actions et on se rend pas compte de l'impact que ça va avoir demain. Et le truc, c'est quand tu parles... Moi, j'aime bien dire que souvent, ce que je dis, c'est plus une flèche qui va atterrir dans le temps, qui va atterrir dans le futur et qu'un jour les gens font ah ouais, putain, c'était... Aujourd'hui, les gens vont voir ça comme un truc genre, mais il dit n'importe quoi ou c'est n'importe quoi. Mais j'en suis persuadé dans 50 ans, 100 ans, les gens verront ces discussions autrement et diront, waouh. Il y avait quand même des gens qui étaient un peu en avance et qui essayaient de faire avancer le truc à leur manière. Je dis pas prenaient la tête sur des sujets. Voilà. Et alors justement, est-ce que si tu voyais là le Lenny qui était scout, comme tu l'as dit. Ouais. Comment tu lui parlerais là, parce qu'à l'époque, t'étais pas tout dans ce délire-là. En fait, t'avais des préoccupations
de T'as gamins. à l'époque, tu vois ce que je te dis, quand j'étais au scout. C'était comment le quotidien Quand chez les j'étais au scouts, scout, justement? j'avais carrément créé un truc. Il y avait 3 tables. La table des chefs, la Ouais. table des filles mélangées à quelques garçons et la table des garçons, dont je faisais partie. La table Et des chefs. C'est-à-dire Il y avait les chefs scouts, Ah, des ceux qui sont patrons plus et tout, vieux. voilà. Et c'est Les une plus hiérarchie. vieux. C'est quoi? ceux C'est qui les nous louveteaux? gardaient. C'est quoi? C'est les... Non, c'est, on appelle ça des chefs scouts. Ceux qui, D'accord. en fait, c'est comme si c'était des animateurs, C'est mais comme qui l'armée, ont- les scouts, hein. Il y a une hiérarchie. Et c'était laïque ou parce qu'il y a plusieurs. Alors moi, au début, j'étais aux éclaireurs. Les éclaireurs, c'était laïque. D'accord. Les éclaireurs, faut comprendre un truc, c'est qu'ils ont là où j'ai adoré les éclaireurs, j'étais dans les troupes nautiques, et c'était qu'il y avait une histoire impressionnante parce que c'était les fondateurs de cette des éclaireurs étaient partis en Indochine. C'était des gamins qui étaient orphelins, qui faisaient partie des éclaireurs et qui ramassaient les douilles de balles, qui mouraient Non. sous les balles. Ils ont dû parfois prendre part au combat alors que c'était des gosses, hein, ils avaient entre 15 Genre, on leur a dit, 13 tu veux et- partir en vacances? C'est même pas ça, c'est qu'ils avaient pas de parents. Qu'est-ce que on se prenait, on disait allez gars, tu pars, il y a la guerre d'Indochine. Ouais, ils ont là, rien à faut- perdre. Ah ouais. Tu vas, ça va rien à la C'est ça, société. ça, on te l'avait appris déjà à l'époque où tu l'as su après. Quand je suis arrivé là-bas, Ouais. en fait, la première chose que je suis arrivé, quand je suis arrivé dans le local, il y avait des photos Hmm. de gars qui devaient avoir 14, 15 ans et tout. Enfin, des photos, des portraits. Et je fais, ouais, c'est qui? Tu vois? Il dit, c'est les fondateurs du groupe où on était. Lui, il est mort en Indochine. Mais je fais, mais il est mort à quel âge? Il est mort, lui, il avait 15 ans. Il avait un truc. Je fais, comment ça? C'était des gamins qui avaient pas de parents, quoi. Qui avaient pas de parents, qu'on envoyait. D'accord. Et ça, donc, je pense que ça t'a marqué quand t'as vu. Encore une fois, c'est des histoires. Et les histoires, ça Ouais. me fait voyager. Enfin, Ouais. c'est forcément, c'est des En fait, trucs. ça t'a marqué, en même temps, ça t'a émerveillé. Ouais. Ce truc de, putain, il y a des gars à mon âge, à une certaine époque, qui avaient mon âge et qui faisaient des choses que je ferais jamais, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a appris, les scouts? Ça m'a appris à être débrouillard. Déjà, ça m'a appris à m'endurcir. Ça m'a permis de découvrir une France que j'aurais peut-être jamais connue aussi, tu vois. J'ai grandi un peu à la campagne, donc j'ai connaissé une certaine partie de la France. Enfin, une partie de la France. Une partie. C'est une façon de penser de la campagne de la France. Mais c'est bien de voyager, de pouvoir voyager, voir d'autres campagnes, d'autres personnes, d'autres gens. Parce que ça t'apprend leurs peurs, leurs craintes, plein de choses, quoi. Et alors, justement, tu faisais tu faisais pas de spectacle chez les scouts. Je faisais le pitre. Ah, tu faisais le j'avais créé, Tu faisais déjà un peu du stand-up. ouais, en fait, j'avais créé déjà, j'étais très bon en tout ce qui était organisation de veillée. D'accord. C'est ce truc, j'organise des veillées, je créais des jeux. C'est quoi les veillées? Les veillées, c'est quand vous êtes tous ensemble autour du feu et que vous faites, vous créez, par exemple, moi, je créais beaucoup des équipes et je disais, voilà, c'est l'équipe de un tel, et on faisait des jeux comme tir à la corde, genre des jeux comme la radio, c'était un truc où on les mettait en ligne, c'était à genoux et tu tapais sur leur tête, chacun devait parler d'un sujet, tu vois. Genre, par exemple, quelqu'un peut parler de la météo, l'autre peut parler moi, c'était World Trade Center, parle du World Trade Center, enfin, c'était n'importe quoi. Tu parles de Chirac, faites le guignol de l'enfant, enfin, et c'était la cacophonie, mais c'était genre drôle. de l'impro, quoi, des ligues d'impro, un peu. Ah ouais, c'était même pas du tout, c'est des trucs, En fait, t'apprécies déjà le fait de créer du divertissement Ouais, pour voilà. les gens. Et là, t'avais quel âge à cette époque-là? à cette époque-là, j'avais 13 ans. Donc, on est juste après que tu rentres dans le théâtre en scred, Ouais. tout ça. Donc là, en fait, on est dans une forme de continuité. À quel moment t'es à Paris, t'arrives sur scène? Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste avant dans ta vie pour que tu choisisses prennes la une comédie décision d'aller d'aller jouer? passion. Je t'ai dit, c'était un truc qui était déjà là depuis que je suis tout petit. Quand j'ai eu 15-16 ans, je savais que ce truc était toujours là et que un jour ou l'autre, je monterais sur scène. Le Pitch Club de Lenny Bunga. À quel moment t'arrives sur Paris? Je suis arrivé, j'avais 17 ans et quelques mois, j'allais avoir mes 18 ans. Je suis arrivé en août. C'est-à-dire que là, tu rejoins une autre famille, comment ça se passe? Je rejoins personne, j'ai rejoint la cité universitaire. T'es tout seul. Ouais. Où ça, Au début, non, au tout début, RERB. au tout début, c'est un de mes cousins qui m'a T'as hébergé et Ouais. il habitait en cité universitaire, mais à Antony. C'est-à-dire que là, t'en es où au niveau de ton cursus? T'es à la fac? Je suis, en première année de fac de droit et en première année de... C'est à quelle fac t'étais, tu te souviens? J'étais à la Sorbonne, je sais plus c'est quel. Bah, c'est Sorbonne, René c'est Cassin. immense, il y a plein de bâtiments. C'est quel Bah, arrondissement? le droit, c'est René Cassin. dans Ouais, le voilà, 5e. c'est ça. C'est dans quel le 5e. endroit à Paris? Enfin, c'est à Paris. C'est en pas banlieue. loin de... Pas loin de Place d'Italie. Place d'Italie, entre Place d'Italie et Ouais. Place Monge, tous ces coins-là. Et ça se faisait chier, en gros. t'étais Non, là, moi, c'était une autre vie. En fait, j'avais cette vie-là et j'avais la vie au cours Florent. C'est en parallèle. en parallèle. Donc déjà toujours avec un truc artistique qui Ah est resté. ouais, j'avais C'est la vie au cours Florent, donc j'avais ce côté artiste. Je pouvais. C'est ce cher, côté le cours école. Florent. Hein. C'était cher, mais à l'époque, je priais mes parents. Tu sais, et à un moment, mon père a pété un câble, il a dit, gars, mais encore une fois, il a dit, t'as cru que t'étais seul enfant? Gars, t'es pas tout seul. Comment t'as voulu être un adulte, t'es parti. Il a cette rengaine de dire, moi, je suis parti, j'avais 18-19 ans de chez mes parents. Là, aujourd'hui, t'as 19-20 ans. Là, j'ai 33. 33, donc C'était il y a 13 ans. Il y a 13-14 12-13 ans. ans, ouais. Voilà. Et, Et là, avec le cours Florent. Je suis au cours Florent, je fais à la fac, et, Ouais. Et t'as fait comment pour payer le cours Florent du coup? Parce que- et ben, mes parents, au début, ont Ah, ok. payé le premier mois, Ils ils ont disaient, filé moi, un peu le blé pour le faire. et à un moment, ils m'ont dit, mais gars, t'es pas le seul, quoi. Mais t'arrivais à gérer les deux? C'est-à-dire faire les cours et en même temps être assidu au cours de théâtre? Combien d'années en fac? La fac, je t'explique. Mon père m'a donné un ultimatum. Il m'a dit, c'est soit tu trouves un boulot,
tu peux faire les cours Florent, tu fais ce que tu veux, mais ça, tu trouves un boulot à côté. Soit, tu retournes à l'école, enfin, tu vas faire la fac et tout. Et à un moment, tu te dis, bah, tiens, moi, je suis un branleur, j'ai pas envie de travailler. Et Pourquoi il travaille? J'ai pas la fac. Pourquoi le droit, en fait? C'était quoi le... Parce que c'était le truc le plus simple. Pas le simple, le truc que tout le monde prenait, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et t'as fait combien de temps en cours Florent? Parce que Pareil, Ouais. moins d'un an. un an, donc t'as fait Qu'est-ce un an. que t'as et- appris au cours Florent? Tu te souviens un peu? Parce que t'as appris plus, je pense, qu'en droit quand même. Franchement, non. Ah non. Oh, Ils avaient pas de cours Au d'impro, Florent, des le trucs. problème, si, stand-up. j'ai appris au cours d'impro, j'ai appris à certains trucs. Mais il y avait, par exemple, mon cours principal. Je sais pas dire que j'ai pas appris, mais si, j'ai pas appris. Je me suis beaucoup enfermé dans ce rôle du noir de cliché. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu parlais à personne. Non, c'était genre, je faisais la voix d'Eddie Murphy. Ah ok. Je faisais la voix du noir. On me donnait une scène de Mark Twain à faire. Moi, je te la faisais façon quinf. Ah mais tu sais, bah forcément, elle est. Et les C'est- profs, ils en pensaient quoi? Mais prof, pour eux, c'était magique. C'était exactement ce qu'ils voulaient. Ouais, ça C'était va. voilà, là tu vas avoir des rôles comme ça. Mais ils trouvaient ça bien, c'est-à-dire, d'un point de vue artistique ou d'un point de vue professionnel? Mais je sais même pas. Dans leur tête, ça devait être en mode genre, il faut comprendre un truc, hein. Même si ils vont te dire, on a appris, on prenait des noirs à l'époque, on était innovateurs et tout ça, ou avant-gardistes, ça restait quand même très élite blanche. Faut pas se voiler élite blanche ou élite d'un truc qui commençait à éclore de, on va commencer à prendre les petites métisses curly pour les montrer à la télé, donc ça va être plus funky. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis jamais, je savais que j'avais le potentiel. Les gens pouvaient me dire, non, je dis, gars, c'est pas grave. Je vous prouverai par A plus B que. Et quand je suis parti des cours Florent, Qu'est-ce que t'as fait derrière du coup? j'ai fait plein de petits cours de conservatoire d'arrondissement. Donc là, on est en quelle année, là, à peu près? Bah c'est la même année, il y a 13 ans. 2012, 2013? Franchement, ouais, dans ces eaux-là, ça va être en 2012. Parce à quel moment tu découvres l'existence du stand-up? En fait, je tombe sur un cours de café-théâtre, dirigé par un homme qui s'appelle Pascal Debias. C'était au café de la danse, café de la gare, D'accord, dans le Marais. dans le Marais. Ouais. Et il faisait du cours de théâtre, et je commence à découvrir ce que c'est que le café-théâtre. Et en plus, c'était un cours assez dur, parce que je me souviens, il y avait plein d'élèves, mais ces élèves voulaient pas forcément faire du théâtre. Il y en a qui voulaient faire ça professionnellement, d'autres qui faisaient ça parce qu'ils étaient en entreprise et qui devaient parler devant des gens, donc ça les Ça arrive souvent, ça. Ouais, il y avait ça, il y avait des gens qui étaient timides, qui essayaient de battre leur timidité. Donc t'avais de tous les niveaux, de tous les genres, de tous les... Et là où il était très fort Pascal Dobias, c'est qu'il avait réussi à, encore une fois on parle de communauté, mais à dire aux gens, par exemple après les cours, on va manger dans un petit restaurant. Il y avait un petit restaurant chinois qui faisait langue. Il disait on va manger à ce restaurant, et tous les soirs on y allait, on va boire un verre là et puis on pouvait discuter. Tu vois. Ouais, c'était ouvert, c'était pas le côté. Ouais, c'était très ouvert. Il y avait le cours et l'after. Voilà, et je suis resté 2 ans chez eux, 2 ans chez lui, et à un moment je voulais vraiment faire ça professionnellement, quoi. Je disais, non, Et moi, je sais pas. chez lui, en fait, c'est quoi le lien avec le stand-up, avec ce que lui il faisait? Parce que tu dis que t'as découvert ça, C'est que c'était la même partie, c'était à peu près à la même époque où arrivait la vague de stand-up en France. la première vague du Ouais, la Jamie première Comedy des Club. Thomas Njijol, Et tout on ça. parlait de stand-up, tes profs, ils disaient ça. On fait du stand-up. Ouais, mais ils avaient peur, parce que pour eux c'était Pourquoi nouveau. Parce que Je sais c'était pas. nouveau. Ouais, ils disaient, non, mais avant, on avait déjà les paroliers, on avait, tu sais, les chansonniers, ouais, les chansonniers, tout ça. voilà. Ouais, voilà, et dans leur tête, c'est ça. Pour eux, c'était, mais Thierry Le Luron, tu vois. Et à un moment, tu te dis, il y a d'autres façons. Et encore une fois, on est façonné par les États-Unis, par l'Occident, par le point de départ de l'Occident, on peut dire, oui, non, mais c'est l'Europe et tout, oui, mais tout ce qui est Ouais, il y a un culture. truc qui vient, c'est comme le Il y a un rock, truc comme des le rap. États-Unis, ouais. Voilà, le jazz, Le truc il arrive. arrive et on se met Et dedans. donc là, t'as commencé à regarder un peu du stand-up. Ouais, je commence à regarder les spectacles de Jamel, tu commences à regarder les spectacles d'Anthony Cavana. C'était pas vraiment du stand-up, c'était du one man, mais ça se rapprochait. Oui, c'est ça. Ça se rapprochait beaucoup du stand-up. T'avais les premiers, moi je me souviens, c'était les premiers spectacles de Chris Rock qui étaient en VO titré sur YouTube. Et à l'époque, pas grand monde connaissait connaissait Chris Rock en tant qu'acteur. Non, Ils ça savaient faisait qu'il des faisait demi-vues, je comédie, crois. mais les mecs qui faisaient du stand-up, il n'y avait pas beaucoup qui connaissaient. Non. Et là, t'as apprécié quand tu vois ça. Et je disais, mais c'est Dans ouf. ta tête, ça fait tilt. Je me disais, c'est dingue. Déjà, il y avait ce truc de, j'aime bien être en communauté, j'aime bien être entouré, mais sur scène, je me dis, si je me foire, il y a que moi qui foire. C'est ce que je veux dire. C'est pas comme une pièce où tu vas jouer ta pièce. Ouais. Si tu te foires, tout le monde est dans le truc genre, tu sais. Ouais, Tu me c'est un stresses à tout sport le monde. individuel. Ouais. Donc ça te fascinait, quoi. Tu voyais des Ah gars ouais. seuls sur scène qui explosaient de rire des gens. Et tu C'est te ça. dis, tiens, il y a un truc là. Qui se lance sans filet. C'est un sans film qui raconte leurs histoires. D'accord. Et du coup, ta première scène, là, c'est... au bout Ah, le passage à l'acte, c'est Le quoi? passage à l'acte où tu dis, c'est bon, je peux y aller. C'était, je me souviens, toute ma vie, c'était au La Trévise. décision. C'était au Trévise. Oh, la loose. Pourquoi? Un bide monumental. Comment tu définirais un beat d'ailleurs? Parce que Pour moi, un bide, c'est vraiment quelqu'un qui connaît pas plus le de la stand-up. perte de moyens.
C'est quoi? C'est quand tu fais une vanne qui ne marche pas, en fait. C'est soit quand tu fais une vanne qui ne marche pas, soit quand tu oublies quelque chose, soit t'étais trop confiant, tu dis je vais tester. Je vais tester une vanne. Je vais tester une vanne que j'ai écrite, elle peut prendre, elle peut pas prendre. Mais il y a de ça aussi, c'est la maîtrise du bide. Ce que j'appelle la maîtrise du bide, c'est ce qui va te sauver. C'est-à-dire, C'est-à-dire que des fois tu sais bider, mais t'as des phrases derrière pour te rattraper. Ou des fois tu bides, mais dans la bide que t'as fait, il y a quelque chose qui peut te sauver. c'est-à-dire des vannes que tu sais qui vont marcher. Soit des vannes qui vont marcher, ou même des fois c'est de l'impro dans l'instant. C'est que tu vois les réactions des personnes, tu vois l'effet que ça a fait, et tu donnes des références. Tu vois. Moi, donc une fois j'ai sorti la référence Corneille. Alors je suis seul au monde. Je fais ok, dans ma tête elle était très drôle, mais il y a que moi qui l'ai compris. Ok, je suis seul. Ou genre tu ouvres une porte, tu fais excusez-moi. Et tu fais, voilà, je viens de faire sortir le bide, on peut pas se... tu vois ce que je veux dire? C'est le truc de, hey, gars, faut... Et justement, au Trévis, je dis un peu excès de confiance, c'est ça? C'est quoi? C'est que t'es pas C'est pas l'excès préparé? de confiance, c'est que au Trévis, il y avait une scène où tu pouvais venir au début. Ouais, déjà, le contexte, il est comment? C'est-à-dire, quand t'arrives au Trévis, c'est quoi? Il y a du monde dans la salle, c'est quoi? En fait, le Trévis, c'est un festival. C'est un festival qui a lieu tous les dimanches. Et en gros, dedans, ils prennent 10 artistes. Sur les 10 artistes, il y en a déjà 2-3 qui sont des confirmés. Genre des humoristes, des chanteurs qui sont confirmés. Qui ont déjà leur place au milieu du public parisien, les gens sont sûrs c'est des filets de sûreté. Tu sais que la soirée sera pas nulle parce que déjà autour de ça ils ont une équipe d'animation, tu vois, qui anime, et après il te reste 7 artistes à choisir. Et dedans ils prennent des jongleurs, ils prennent des chanteurs, ils prennent des gens qui font des performances. C'est un bordel en fait, il y a plein de trucs. C'est un festival et attends, t'as les gens arts. qui regardent ça, ils savent pas ce qu'ils vont voir en fait. Pas du tout. On leur envoie des artistes. Voilà, on leur a dit voilà, c'est Voilà. mais t'as l'équipe d'animation qui est là pour animer, C'est pour le field, expliquer. en fait. Ouais, c'est ça, c'est le C'est-à-dire field. Ouais, faut dire le field parce que spectacle là. Le Trévis, donc le field, c'est quand même une scène qui est assez connue pour tout Ouais, le c'est un monde. peu historique, ouais. Et alors, du coup, toi, t'arrives sur scène, tu vois Mais déjà, je vois le monde qu'il y a. C'est au théâtre du Trévis, c'était 250 personnes. Je vois, c'est blindé et tout. Je suis, oh là là, je vais pouvoir jouer devant autant de personnes et tout. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est que tu venais à 18h. Eux, ils venaient, ils disaient, voilà, qui veut participer? Tout le monde levait la main. Les gens qui étaient déjà venus 2-3 fois avant, genre les 2-3 dimanches d'avant, bah, souvent, ils étaient mis en avant. Genre, ok, toi, t'es déjà venu 2-3 fois. Vas-y, cette fois-ci, on te prend. Moi, je me dis, c'est sûr, jamais ils vont me prendre pour la première fois, tu vois. Donc, je lève la main. Il faut, artiste, t'es artiste? Je fais, oui. Fais tes humoristes? Je fais, oui. Ok, je pensais qu'ils allaient dire, bah, reviens la semaine prochaine. Ils t'ont pas casté avant? Ah, ils te cassent pas, ils te disent, Ils regardent pas ce que tu fais. En fait, c'est ils le savent field, même pas qui c'est le t'es, quoi. principe du field, c'est de laisser la chance, enfin, de donner la chance aux jeunes. C'est de l'impro, quoi. Ah oui, non, il y a des gens, non, moi, T'as de tout. j'avais écrit un sketch, tu vois. D'accord. Mais le sketch était Non, très quand je dis nul. c'est de l'impro, c'est-à-dire du côté de l'organisation. Ah, l'organisation, c'est, ouais. Ils voient des gens en face d'eux, ils Ils ont savent pas pas ce regardé qu'ils vont avant. voir. Alors, dis Du juste, public. qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta performance? Ok. Bah, moi, je suis humoriste, moi, je suis jongleur, moi, je suis chanteur. Ok. Ok. En gros, vas-y, quoi. Et donc là, t'es dans les loges et tu dis, Là, t'es dans les loges, t'as l'équipe qui fait leurs conneries et Ouais. tout, les gens rigolent, ah, ils font, et maintenant, le premier artiste, là, ça passe. Et moi, j'étais 5e, comme ça. Et je passe derrière Olivier de Benoît qui explose la salle. Oh mon dieu, et tout, Olivier de Benoît, il est trop drôle et tout. Olivier de Benoît sort. Il était déjà connu un peu. Oh, il était déjà connu. Il est passé, Chez Drucker, passé non chez pas encore Michel chez Drucker. Drucker. Non, pas encore. Mais il faisait la télévision. Il faisait un peu de télévision. ouais, il avait une petite Ouais, renommée. Ouais, il avait une petite chronique chez Drucker à l'époque et tout. Et je fais, bon, bah, ça va être à moi. L'équipe d'animation fait leur sketch. Ah, je rigole. Maintenant, fais du bruit pour Lenny. Et là, j'arrive sur scène, je vois le pouf, le silence, les lumières, la sueur qui coule. Et là, je me mets à stresser. Je commence à débiter mon texte, mais super vite. Genre, Tu parlais de quoi? Stop! J'étais Eminem. Et je parlais de James Dean. Je D'accord. parlais de James Dean, je parlais de la cigarette, je parlais de n'importe quoi, j'avais fait un mélange de plein De de James Dean. Ah ouais. T'as fait un truc là-dessus? Bah ouais, en gros, je disais que j'étais fan de James Dean à l'époque. Et pourquoi la cigarette? Je sais pas, il y avait tout un truc fou. Je me Tu souviens même plus du sketch. des cigarettes, James Dean. Même pas ça, c'était même pas une... Ouais, Non ouais. Ouais. Mais c'était même pas à cause de ça, je crois qu'il y avait ce truc de... Ouais. Je disais que je fumais pas à l'époque. Je disais que je fumais pas, mais que j'aimerais bien avoir la cigarette juste pour faire le pour le les style, films, ouais. ouais, Pour pour le le genre, film ouais. et tout. Et bon, ça avait bidé quoi. Et je me souviens de toute ma vie, c'était David Bostelli qui venait des présenter. Ouais. Et il vient vers moi et il met sa main sur mon dos, tu sais, en mode genre réconfortante. Genre je fais des petits cercles, genre en mode c'est pas grave, mon petit bonhomme. Allez, on encourage le petit bonhomme et tout. Et j'ai commencé à applaudir. Mais mec, je suis dans le mal. Il fait, c'est ta première scène? Je fais oui. Il fait, c'est sa première scène, on l'encourage, fais du bruit pour lui. Je suis sûr qu'on le reverra dans les années plus tard. Et en fait, oui, ils m'ont revu des années plus tard, ouais. Et il t'a dit quoi des années Ah, plus bah, tard? des années plus tard, quand il m'a revu, il m'a vu plusieurs fois. J'ai fait partie de l'équipe du field. D'accord. Donc, Ouais, parce qu'après, tu rentres dans le field. ouais, j'ai fait partie de l'équipe après pendant un temps. Donc, tu bombes là une première fois, mais tu reviens après. Et après, j'arrête le field et tout, c'est en mode genre, Ouais. c'est pas plus trop mon délire. Et puis même, je crois qu'ils étaient en mode genre, bon, Lenny, il a pas l'air d'être très intéressé par ce qu'on fait.
J'en avais marre d'être maquillé et déguisé tous les week-ends, quoi. Je Ouais. disais, bon. parce que tu oui, faisais parce des qu'après, scènes. t'as varié derrière, quoi. C'est comme une troupe, après. Tu Bah vas ouais, dans c'était un- une troupe. Tu viens, tu D'accord. te déguises, tu fais des trucs, tu fais des De sketchs. l'impro, quoi. Ouais, c'est, D'accord. et tu disais, bon, bah, c'est C'est bon. plus du Et stand-up. ton c'est autre stand-up, il était où pendant ce temps-là? Il est toujours dans ta tête? Il était toujours dans ma tête. Je faisais des petites scènes à côté, il y avait des petits plateaux et tout. Je faisais des plateaux de Sam Melia, Comedy School. D'accord. Au Café de Lappe. Ok. À Bastille, vers Bastille. Il y avait quoi? Il y avait le Bordel Club aussi au début. Ouais. C'est-à-dire que là, tu rentres, tu fais connaissance avec les mecs qui font comme toi. Ouais, voilà. Qui font le même métier que moi, qui Voilà. font du stand-up. Qui font du stand-up. Parce que c'est une bande de personnes assez particulières. Ouais. Hein, ils sont pas comme tout le monde, ils sont un peu spécifiques. Ah, eux, ils savent ce qu'ils veulent faire, clairement. C'est comme si on comparait les sports, en gros. Tu vois, t'as les footballeurs, les basketteurs, là, c'est une catégorie de sportifs. Ouais, voilà. Et Eux, ça fait des années et qu'ils vous, font ça. vous reconnaissez, vous êtes tous des brûlés parce que tout le monde prend des bides. Ouais, mais c'est surtout que eux, ils ont la Et maîtrise. c'est comme ça que vous travaillez, en fait. Ils ont la maîtrise. Ça fait des années C'est qu'ils une font ça. émulation, en même temps. Ça fait des années qu'ils font ça. Parce que le bid, excuse-moi, t'interrompre. Pour un stand-upper, le bid au début, c'est ultra important. C'est ce qui va te façonner. C'est comme ça que tu vas corriger ton style, tu vas créer ton style en Clairement. faisant du bid pour arriver à un personnage. Mm. Toi, au bout d'un combien de temps t'as réussi à avoir ton personnage et avec ton matériel aussi? Moi, je dis souvent, j'ai pas créé un personnage, je me suis juste trouvé. C'est-à-dire que je me suis trouvé en tant que Lenny Bunga, je me suis trouvé dans la vie, comment je voulais être dans la vie de tous les jours, tu vois, réellement. Pour moi, à ce moment-là, j'ai cessé d'être un enfant, tu vois ce que je veux dire. J'ai cessé d'être, et ça a pris du temps, mais j'ai cessé de me dire, de me poser la question de qui j'étais. Tu sais, dans ma tête, c'est un bordel. Je suis un métis Afrique, île de la Réunion. Je vis à Nice. J'ai grandi à la campagne. J'arrive à Paris. Enfin, tout est mais un bordel dans ta tête. Et T'essaies t'as de des noms de suivre. scène qui changent aussi. C'est quoi? Tu changes tes noms de scène. Par rapport Et je change mes noms de au fur et à scène. mesure de ta carrière. Ouais, plus j'avance et plus Ça évolue. je change de son tête. Donc, ça veut dire que je me cherche. Je suis toujours dans la recherche. Ouais. Et à 27 ans, il y a vraiment tout ce truc, tout s'aligne où je me dis, bah, je commence à savoir qui je suis, ce que je veux, ce dont j'aimerais parler sur scène. C'était quoi le déclic, en fait? Même si tu dis que c'est une Un des déclics, je pense qu'il y en a- convergence de plusieurs Ouais, je facteurs. pense qu'il y en a eu plusieurs, mais un des déclics, c'est un livre de Leonora Milano, ça s'appelle Marianne et le garçon noir. Et elle avait pris des témoignages de plusieurs hommes noirs partout en France, en Belgique, en Suisse, et qui racontaient leur point de vue sur des histoires qui leur est arrivées, que ce soit des histoires familiales, que ce soit des histoires avec la police, que ce soit des histoires avec des amis et tout. Et tu te rends compte que, en le lisant, je me disais, mais en fait, il y a des parties, c'est ma vie. Et je me disais, comment c'est possible qu'un mec qui vit au Canada, qu'un mec qui vit en Suisse, en Belgique, en France, à Paris, mais on est à 10 000 km, on vit les mêmes choses. On a les mêmes ressentis, c'est qu'il y a forcément un problème commun et un lien commun. Et ça, ce bouquin, tu l'as découvert quand? Tu t'en souviens? Un peu avant mes 27 ans, je devais avoir 26 ans. À cette époque-là, tu t'appelais déjà Lenny Harvey? Je venais de changer de Lenny Harvey pour Lenny Bunga. Ouais, parce qu'après, tu deviens Lenny Bunga. Ouais. Qui est t'as ton- connu qui Lenny est ton Harvey, nom d'état ouais. civil. Lenny Bunga, c'est Ouais. ton nom sur ton Qui est passeport. mon vrai nom, voilà. c'est mon passeport, carte d'identité, Parce que facture, tout. pour toi, c'était quoi la bascule c'est-à-dire que tu utilises un nom de scène qui n'est pas le tien. Ouais. C'est quoi, ça te permet de... Ça me permet, je me disais à l'époque, quand tu donnais à la fin des scènes, tu donnais tes actualités, tes réseaux sociaux, tout ça, je me disais, les gens jamais retiendront Facile Bunga, à si je leur disais retenir. M'_BUNGA, frère, ils t'ont déjà lâché à M. Ouais, alors qu'Harvey, ça Alors que sonne- Harvey, ça restait dans les têtes, c'était, tac. Qui est lié à la série, t'en avais parlé sur un La de tes série podcasts. Racine avec J'ai Tom écouté Harvey. ça, ouais, Roots. Ouais. Podcast, ouais. Et donc, c'est un des personnages, alors, Racine, c'est une série américaine, fin 70, début 80, qui parle d'une famille sur plusieurs générations de Noirs qui viennent d'Afrique. Et donc, un des personnages, en fait, parce que tu passes de saison en saison différentes familles. Parce que t'avances dans les siècles. C'est ça. En gros, Racine, c'est le livre de Alex Haley. Alex Haley, c'est le gars qui a fait l'autobiographie de Malcolm X, déjà. Et Ouais. l'interview d'un célèbre, chef nazi des États-Unis dans les années 60. Qu'on voit dans Roots. On le voit aussi dans Qui est Roots, joué par ouais, Marlon dans la Brando. série, on le voit. Ouais. Et en gros, qui est joué par Marlon Brando. Et en gros, ce gars a fait une recherche, ce qu'il a fait la recherche de sa famille. En écrivant le livre, il a fait la recherche de sa famille. Il a remonté sa famille jusqu'en en Nouvelle-Guinée. Donc, il est Je trouve parti, il est parti très, très, très loin. loin. Il est parti en Afrique. C'est les griots qui ont dit, en racontant l'histoire de sa tribu et de sa on va famille. pas raconter la On série. va pas parce raconter la qu'il y en a série, qui mais vont en la gros, regarder. ils m'ont dit. Et en fait, lui, il a Mais retracé c'est tout basé ça. là-dessus. Ça a fait un carton. C'est devenu un best-seller. Et en gros, ils Ouais. l'ont mis en série. Et donc toi, tu as pris comme nom de scène un des personnages en fait, c'est souvent des familles. En fait, c'est des couples. Des fois, c'est après. Ouais. Des fois, c'est après. il y a après, une c'est des familles, ouais, il y a voilà. le père qui s'appelle
Tom Harvey. Et D'accord. pour moi, je disais, beaucoup de gens, quand on te dit quel genre de père t'aimerais être plus tard, les gens vont te dire comme Charles Ingalls. Tu sais, on voulait tous être le papa. Charles Ingalls, il est trop cool, ou comme Carl Winslow, les trucs, enfin les papas cool que tu voyais dans les séries et tout. Et moi, je disais, mais Tom Harvey, c'est vraiment le père de famille que j'aimerais être. Il était pas fermé, mais il avait énormément d'amour pour ses enfants. Énormément d'amour pour ses enfants, et avoir énormément d'amour pour ses enfants, c'est s'intéresser au monde qui les entoure. Le monde qui les entoure, c'est lui qui, je sais plus dans quelle ville, je crois que c'est à Chicago, mais je suis pas sûr, qui au début a dit aux Noirs qui venaient d'être libérés, qui venaient de l'esclavage en disant que ils pouvaient aller voter. Qui ferait mieux qu'ils se laissent bouger, d'aller voter. On est au début du droit civique, vraiment tout début, quoi. Il dit, les gars, maintenant on peut voter, quoi. De pouvoir contre l'oppresseur blanc. Pour ceux qui vont écouter le podcast, allez voir cette série. Donc en gros, t'as cette donc ce passage à Eleni Munga, mais en fait, juste pour revenir un peu par rapport à, en fait, moi quand je t'avais connu, tu faisais des sketchs qui étaient très drôles, hein, où tu parlais par exemple de ton week-end en Bretagne avec ton ex, où tu faisais la carte de France. Ça, c'est le genre de sketch que tu fais plus. Quand j'ai vu Diaspora, ton dernier spectacle en date. Donc c'est ce que des sketchs un peu, on va dire tarte à la crème que tu pourrais refaire, ou c'est pour toi c'est terminé. Il y a une phrase qui dit faut jamais dire jamais, donc faut jamais dire non, j'en ferai plus. Mais en tout cas, le Lenny d'aujourd'hui n'a pas l'âme à en faire. On est dans un moment de l'histoire, et je pense qu'on s'en rend pas compte. On est dans un moment de l'histoire où tout peut basculer. Soit on est à la croisée des chemins et la société va avancer et je pense on va s'ouvrir un peu plus au monde, s'éveiller un peu tous ensemble. Soit on va vraiment mourir tous ensemble. Il y a une phrase qui dit qu'on joue tous avec les dons que Dieu nous a donnés. Moi, mon don, je pense, c'est l'oralité et tout ce qui est humour et tout. Donc, mon don doit servir à faire que cette société avance. Mais l'humour, ça reste quand même. Mais c'est de l'humour. Tout Pour toi, en fait, quand je dis l'humour, ça reste. C'est-à-dire, attention, je te dis pas que ce que tu fais pas, c'est pas drôle. Enfin, que ce que tu fais, c'est pas drôle. Disons que, un stand-upper, son métier de base, c'est de fabriquer du matériel humoristique en quantité pour faire un spectacle d'une heure, pour le produire et jouer dans plein d'endroits. Ça, je pense que c'est au départ. Après, il peut avoir une carrière multiforme, c'est-à-dire qu'il peut faire des films, des séries, tout ça, mais un stand-upper, qui est aujourd'hui, par exemple, des mecs comme Chris Rock, comme Seinfeld, ils ont beau être très, très connus, très riches, ils vont dans les comedy clubs tous les soirs travailler. Ouais, c'est dans les endroits miteux, dégueux, ils y vont, ils sont millionnaires, les mecs, ils ont des jets privés, hein. Mais ils vont quand même aller dans les petits clubs à Cincinnati, en Californie, n'importe où aux États-Unis, à Auckland, pour continuer à faire du stand-up. Parce que c'est leur job. Donc toi, c'est pas leur job, c'est ce qui les anime. Tu veux garder ça, c'est-à-dire que tu veux continuer à fabriquer du matériel humoristique en insérant dedans des choses un peu plus sérieuses, on va dire, avec du contenu un peu plus concret, lourd, mais en gardant toujours à la fin et la punchline, la vanne. Toujours. Mais je te dis, encore une fois, c'est quand tu montes sur scène, il y a un échange entre toi et eux, entre le public et toi, il y a un truc. Cet échange, il peut pas être mauvais. Donc je peux pas venir et parler de ces genre oui, vous avez fait ça, on a fait ça, il s'est passé ça. Non, je suis obligé de dire les gars, je vais faire des vannes pour montrer à quel point, même s'il y a des choses qui m'énervent, j'ai tellement regardé le truc sous des angles différents que je suis en mode genre OK, j'ai trouvé l'angle qui me permet de pouvoir parler de ça et de pouvoir mettre ça sur le tapis tout en restant en peace. Tu vois. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, je dis pas que c'est tout le temps un succès, mais je dis que j'essaye. C'est la démarche que t'as actuellement. Voilà. Exactement. C'est comme ça que tu t'es trouvé. Exactement. J'essaye. On veut tous que ça se passe pour le mieux. Encore une fois, on pense aux générations futures. Et c'est pas être démagogue de dire je pense pour les générations futures, faire quelque chose, je veux devenir un homme. Non, on veut tous que nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants qu'on aura plus tard, aient pas les mêmes problématiques, que ce soit pour le sexisme, que ce soit pour les races, le genre, le truc. On veut pas que nos enfants aient les mêmes problématiques et se posent les mêmes problèmes. Parce que je dis souvent, tout est cyclique. Okay. Et en fait, c'est cyclique, mais tu peux prendre des chemins qui font que ça va changer, pas le cours de l'histoire, mais le cours de, en tout cas, l'histoire qui est en mouvement. C'est-à-dire que, je regarde par exemple ce qui s'est passé, je reprends le rendez-vous de Assa Traoré où on était 100 000 sur la place, tout le monde était là genre, oh, c'est historique. Oui, pour la manifestation, enfin, si tu peux expliquer, c'était suite à... Oui, pour réclamer la justice. C'est pour réclamer la justice. En fait, je sais même pas si on pourrait expliquer ça, parce que Assa Traoré est la pointe de la lance, mais il y avait aussi l'histoire George Floyd, il y avait tout un mouvement qui a fait que les gens ont dû se réveiller, ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Générationnel. C'est-à-dire que c'était une génération qui était dans la rue, là. C'était une certaine, après, j'ai vu de tout, hein.
en majorité une certaine génération, mais Mais t'avais aussi ouais. des anciens, t'avais des vieux. Moi, ça m'avait choqué. Je me disais, ah ouais, des vieux qui viennent. Alors que moi, je suis vieux, je suis en mode genre, j'ai donné de mon temps. Et il y avait ce truc où je me disais, quand on me disait, ouais, ça, on avance, hein, et je dis, non, on n'avance pas, on fait du surplace. C'est-à-dire que quand tu connais l'histoire, c'est pour ça que j'aime l'histoire, c'est que tu te dis, reviens 40 ans en arrière. Reviens 40 ans en arrière, il y avait un truc qu'on appelait la marche des beurs, qui a réuni 1 million de personnes dans les rues de Paris. 1 million de personnes. Alors, Donc, la marche des beurs, pour juste, excuse-moi, hein, Ouais, c'était un groupe de jeunes qui sont partis dès le départ de, je crois que c'était Vénissieux, je crois. Ouais, Il y c'est ça, avait- il y dans la avait des banlieue de émeutes, Lyon. à Lyon. Ils ont fait le tour de France. Ils sont montés jusqu'à Paris et à la fin, ils étaient 1 million, comme c'était Blindés. même un peu plus d'1 million. Voilà. Comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, donc on était 10 fois plus, donc déjà. Et il y avait ce truc aussi de se dire, ils se battaient pour les mêmes problèmes. Des enfants, des jeunes qui se faisaient tuer par le système policier. Et on est 40 ans plus tard. Et c'est les mêmes problématiques. Donc il y a forcément quelque chose qu'on a fait qui n'a pas fonctionné ou des gens qu'on a suivis qu'on n'aurait pas dû suivre. Je pense que c'est ça, des mouvements qu'on a suivis qu'on n'aurait pas dû suivre. Donc, je pense que ceux qu'on aurait dû écouter, on les a fait pas taire, mais on les a fait passer soit pour des fous, soit pour des dingues. Et ceux qu'on nous a fait écouter, nous ont gardé dans une espèce de matrice, dans une espèce de genjutsu, d'une espèce d'illusion, de dire que regardez, ça avance, il y a ça, et encore aujourd'hui, je le vois. Tu sais, quand on te montre des exemples à la télé ou des exemples, un truc pour dire que, ça avance. Non, ça avance pas. Donner des exemples, c'est pas dire que ça avance. C'est calmer les peuples. Mais les réseaux sociaux, justement, ont un rôle de propagation des idées, des informations. Est-ce que ça a une influence ou pas pour toi? Je pense que c'est une liberté. On a un peu plus de liberté, mais qu'à un certain moment donné, c'est comme tout, ça a ses limites. Tu vois, je te dis ça il y a pas longtemps, on m'a fait sauter mon compte pendant une nuit, tu vois. Pourquoi? Déjà, moi, faut comprendre un truc, c'est que quand je fais des lives, il y a énormément de signalements. Parce que les gens ne veulent pas entendre, parce que les gens ne veulent pas... Donc c'est des signalements. Et en fait, la seule chose qui permet de rééquilibrer la balance, c'est que les gens qui regardent, like aussi en même temps, tu vois. Donc ça équilibre la balance mais des fois, Insta. Alors, les gens vont dire, ouais, mais c'est parano et tout. Non, mais il y a ce truc aussi qu'il faut comprendre que Insta a été fait par certaines personnes qui ont mis des algorithmes qui leur ressemblent. Donc ils ont pas envie d'entendre ou par exemple quand tu parles des sujets comme la décolonisation, quand tu parles de sujets comme l'histoire africaine, faut tout de suite comprendre qu'on réduit ton champ. Que Insta a des algorithmes qui font que ça réduit et que ça peut pas parler à tout le monde, personne ne peut pas. Tu penses que c'est pas assez commercial pour eux? C'est même pas question commerciale, c'est que je suis persuadé qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Et t'as pas pensé à passer sur des réseaux sociaux moins connus ou qui sont au moins Ça commence, il y a des trucs d'autres pays comme Clubhouse ou des trucs comme ça, ou passer Ouais. par mais alors moi je suis pas non plus Snowden. Tu vois, moi mes connaissances en informatique elles sont très Ouais, ce qui est bien limitées. avec Instagram, c'est que tout le monde l'a. Tout le monde l'a, mais encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que Insta choisit ce qui permet de voir ou ce que tu peux permettre, ou ils essayent de t'enfermer dans ce que t'aimes. Le Pitch Club de Lenny Bunga. Dans ton écriture comique, est-ce que tu utilises maintenant, comment quand tu travailles, c'est-à-dire quand tu fabriques de l'humour, quelle partie de cerveau tu consacres le plus? C'est-à-dire, tu mets plus de temps à fabriquer des beats, c'est-à-dire des morceaux de spectacle, on va dire de quelques minutes pour faire un morceau que tu peux jouer sur scène, ou tu mets beaucoup plus de temps à préparer tes vidéos qui sont pas de l'humour, pour moi. C'est, comme tu les appelles, des leçons, Il y a avec des une vannes quand touche même à l'intérieur. humoristique à l'intérieur, mais c'est Oui. pas fait pour faire rire. T'as tout à fait raison. C'est plus pour mettre en Voilà. lumière. L'humour, en fait, C'est deux choses différentes. ouais, c'est ça. C'est l'humour et la touche qui me permet de pouvoir parler de certaines choses. Pour rester léger. Pour alléger le truc, pour faire comprendre aux gens que, Parce qu'on parle de sujets très graves. mais bien sûr. De Parle de sujets massacres, graves. de génocides, de choses terribles qui sont passées dans l'histoire. Des choses qui sont passées dans l'histoire et des choses qu'on a héritées aujourd'hui. Et dont on ne parle pas beaucoup, pour toi. En fait, c'est soit on n'en voit pas beaucoup, soit on ne s'en rend pas compte. C'est que c'est tellement ancré dans nos sociétés, dans nos façons de penser, dans nos âmes, dans nos êtres, que ça nous paraît dingue, ça nous paraît fou. Tu sais, moi j'ai toujours cette phrase de dire, la chose la plus dure pour l'être humain, c'est de se remettre en question. Remettre en question tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es tout petit, remettre en question ton âme, ton être, la façon de penser, c'est compliqué. Et t'as des profs d'histoire qui t'ont contacté en privé pour te dire bravo pour ce que vous faites ou... Alors, j'ai beaucoup de profs d'histoire de collège et collège, primaire, des maîtresses, des collèges, quelques-uns de lycée. J'ai un professeur de la fac, plusieurs professeurs de la fac, un universitaire. Certains sont très contents que j'aborde les sujets et tout, certains trucs. Et d'autres sont mitigés et préfèrent... tu sais, là, on m'a appelé pour faire un autre podcast où je suis face à un historien. Tu vois. Et c'est pas en mode genre confrontation.
C'est en mode genre échange et drôlerie. Oui. Ok, pas de ah non, tu viens donner ton point de Le vue, mec je qui viens va donner dire mon en point de quelle vue. date, monsieur, vous avez fait ça? Même pas. Enfin, peut-être qu'il va le faire, j'en sais rien. Mais on vient parler de sujet. Au début, vous voulez parler des pharaons noirs. Il me dit, on devrait parler de la dynastie des pharaons noirs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la 25e dynastie des pharaons égyptiens. Il dit, on veut parler de la dynastie des pharaons noirs. Mais je dis, oui, mais déjà là, on est pas dans le conflit, mais on n'a pas la même vision. Vous me dites, on vient parler de la dynastie des pharaons noirs. Parce que les pharaons noirs, c'est un point de crispation. C'est un sujet très, très, très clivant. Exactement. Mais moi, Donc, je pense qui fait souvent des débats sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il est clivant parce qu'on veut que ça reste clivant. Si en vrai, on voulait vraiment savoir. Pourtant, il y a une histoire officielle. Ah, mais il y a une histoire officielle. En vrai. Et une histoire réelle que tu estimes, toi, être Pas réelle. réelle, Concrète, plus concrète, on va dire. mais plus concrète. Plus valide. Plus concrète, plus valide, plus historiquement plus stable. Il y a ce truc où, voilà, je lui ai dit, bah, déjà là, on n'est pas d'accord. Vous me dites, on vient parler de la dynastie des pharaons noirs. Mais de dire qu'il y a une dynastie des pharaons noirs, ça veut dire que les autres n'ont pas été noirs ou ils étaient loin de ça. Et tu te dis, aucun égyptologue va te dire que ce que je vais dire là est faux, mais on est tous d'accord pour dire que le premier pharaon de l'histoire égyptienne, c'est Narmer. Ok, c'est lui qui vient et on dit que c'est le premier roi, le premier pharaon, c'est lui qui a unifié la Basse et la Haute-Égypte. Et on te dit, ce mec-là descend du sud, vient du sud. Ok, on t'explique, on te dit, il vient de la région de Kouch et de Nubie. Kouch et Nubie, c'est l'actuel Soudan aujourd'hui et le sud de l'Égypte. Et on te dit après, et il y a une dynastie de pharaons noirs qui est venue des millénaires après, qui viennent de Kouch et de Nubie, qui eux sont noirs, mais donc Narmer, le premier roi, le premier peuple qui sont venus et qui ont unifié les trucs, eux ne sont pas noirs. Donc ils viennent du même endroit. Tu dis c'est illogique, mais ils vont te dire ouais mais non, mais à l'époque ils vont commencer à te sortir des trucs, c'est des afro-asiatiques, enfin tu te dis mais gars. Parce qu'aujourd'hui il y a en fait, si tu veux, aujourd'hui ça rebondit. Je pense que le film Black Panther a servi un peu d'accélération à ce débat. C'est-à-dire quand le film Black Panther est sorti, il y a plusieurs façons de regarder le film. Il y en a qui vont dire c'est du mytho, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un dessin animé. D'autres qui vont dire non, c'est un film exceptionnel, très important. Il y avait un film dans les années 50, c'est Carmen Jones. C'était en fait c'est l'histoire de Carmen, mais qui jouait que par des noirs, de Otto Preminger. Il y en a plein comme Spike Lee par exemple qui adore Black Panther. J'ai vu un podcast, il a dit j'ai vu 4 fois. Il y en a d'autres qui vont dire non. Mais... Donc toi par rapport à ça, quand t'as vu Black Panther, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent ce film-là est prépondérant, comme Malcolm X? T'as des points comme ça là, dans l'histoire pour notre culture. Je pense que La culture quand je dis nôtre, c'est tout le monde, universel. Ouais. Alors, je pense que c'est bien de voir des représentations autres que des esclaves. Avant, quand tu regardais un film où il y avait des noirs, beaucoup, c'était des films sur, on va vous parler de la traite négrière, de comment Amistad, de comment un bateau, enfin, on voyait toujours les noirs d'une façon négative. Tu vois. Donc, quand t'es un enfant noir et que tu regardes un truc, c'est soit tu regardes, Ouais, c'était vu de haut, quoi. ouais, voilà. Dès qu'il y avait beaucoup de noirs dans un film, c'était un truc sur l'esclavage. Il y avait jamais de film où, pour notre génération, en tout cas, il y avait jamais de film où on pouvait se dire, il y a plusieurs noirs, différents noirs. Pas forcément un seul type de noir, genre, le beau gosse, genre la Wesley Snipes. Des super-héros. Ouais, voilà. Des gens où tu peux t'identifier et dire, moi j'aimerais être comme lui plus tard. J'aimerais inspirer comme lui plus tard. On n'avait pas ça. Donc, ce film a été important pour ça. Mais il a aussi montré un truc, c'est qu'il a montré déjà à l'industrie occidentale, genre Hollywood, du cinéma, que faire des films avec des noirs, ça marche. C'est rentable. C'est rentable de fou. Que les gens attendent ça. Que les gens veulent ça. Ouais, parce Mais- que, ouais. Excuse-moi, je t'interromps. vas-y. Parce qu'il y avait Gods of Egypt, qui avait créé une énorme polémique, quelques années avant, d'Alex Proyas, où tous les acteurs étaient blancs. était blanc. Il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait les 10 commandements de Miles Dubois, Miles Tu parles le Dubois. premier, hein, Charlton Heston. Ouais, avec Charlton Heston. De- Pareil, de c'était Cécile B2000. soit très blanc, soit c'était oui, ils sont un peu mat de peau, donc Là, c'est les années 50-60, ils ont une excuse. Parce que c'est un contexte où il n'y avait pas beaucoup d'acteurs noirs disponibles. Aujourd'hui, il y en a plein. c'est vrai. Et c'est ça qu'on a reproché à Gods of Egypt. On a dit, il y a une profusion d'acteurs, d'actrices qui sont là, pourquoi vous les utilisez pas? Oui, parce que dans leur tête, faut déjà qu'ils soient en accord de se dire que il y a eu des noirs en Égypte. Ce que veut dire qu'il y a eu c'est pour eux dans leur tête, c'est pas vrai. Vu que toute leur vie, on leur a montré que l'Égypte c'était pas ça. Tu vas au musée, on te montre pas ça. Tu vas en cours, on te montre pas ça. Tu vas à des expos, on te montre pas ça. Tu regardes des émissions à la Stéphane Bern où le gars il te dit, moi c'est ça qui m'avait tué. Et t'as Stéphane Bern qui rentre dans une Oui, les princes, ouais, il rentre dans un truc égyptien et tout, et les pharaons. il montre une statue de la tête de la reine Ti.
il vient, il fait alors la statue, c'est la statue de la reine Titu. Elle n'était pas noire, hein. C'est juste que le bois a patiné. Et tu fais non mais gars, le bois a patiné, les lèvres ont patiné, le nez a patiné, les cheveux ont frisé crépus et tu dis c'est tout le truc qui a patiné quoi. C'est même les cheveux crépus ont patiné. Tu fais gars. Tu penses que c'est de la paresse ou de la... Je pense que que ça part d'une très mauvaise intention de certaines personnes de détourner certains savoirs, de détourner des visions et de dire que non tout part d'ici donc tout part d'Europe. Tu viens, c'est coloniser des peuples. Il y a une forme d'idéologie, là. Voilà, c'est une idéologie, c'est de imposer au monde que tout part d'un point. Il y a un dogme absolu qui est là, c'est que l'Europe Ils sont au-dessus de et tout. les autres. Qu'ils ont amené tout. D'accord. Et à un moment, tu te dis, bah non. Et même quand on te dit, mais l'Égypte, c'est en Afrique. On va quand même te dire, mais non, ouais, mais c'est des blancs qui sont descendus et tout. Faut aller loin, quoi. Aujourd'hui, on dit, non, mais c'est des Nord-Africains. Bah, on est tous d'accord que c'est des Nord-Africains. Oui. Mais ils vont dire, ouais, mais non, mais ils étaient mélangés. Tu dis, les premières dynasties, que tu le veuilles ou non, elles viennent du Sud. C'était pas des Nord-Africains, Perses, Arabes, tout. Elles viennent du Sud. Bien sûr qu'il y a eu des mélanges. À partir de 1700, avant Jésus-Christ, il y a eu commencé à avoir des mélanges, des invasions, des Hyksos et tout, qui ont fait que ça a mélangé, qu'il y a eu des passages, des trucs. Donc oui, là, ça commence à mélanger. Mais avant 1750, avant Jésus-Christ, frère, l'Égypte est nègre. Du fait qu'il n'y ait pas de traces écrites, si ce n'est des hiéroglyphes, en fait, c'est ça. Il y a des traces écrites. Il y a des trucs, mais on veut, enfin, il y a des hiéroglyphes, il y a des peintures, des trucs, mais encore une fois, moi, j'aime pas tout mélanger, mais prends l'Afrique, on est tous d'accord pour dire l'Afrique, c'est le départ de l'humanité, on part tous de la soie. Scientifiquement, en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire que c'est là d'où viennent les premiers hommes et tout. Donc, dans la logique, c'est là d'où viennent les premiers hommes. Il y a eu un développement, il y a eu des trucs, il faut faire des fouilles archéologiques, mais t'as un continent qu'on met tout le temps en guerre, qu'on représente comme des pauvres, qu'on représente comme, non, mais il s'est rien passé à part l'arrivée quand ils étaient des singes, après il s'est rien passé. Tu dis, mais gars, s'il y avait des fouilles archéologiques en Afrique réellement, si on pouvait fouiller dans certains endroits où en ce moment c'est des zones de guerre et tout, on trouverait des trucs de malades, des peintures, c'est juste que on ne veut pas, et on veut pas encore moins que les pays africains déjà se servent de ça pour dire, regardez ce qu'on a eu avant. Pour dire, les gens vont dire, pendant longtemps, on disait non, mais le Grand Zimbabwe, c'est tout un palais, tout un village créé en pierre qui date de, on sait plus, la datation est tellement ouf tout le monde se disperse, tu vois. Et les gens disent, ouais, mais non, c'est des gens qui sont venus du Nord, qui sont repartis. Je fais, les gars. Est-ce que tu as essayé de contacter des chercheurs en Afrique? Bien sûr. Et alors, qui traitent de ces sujets-là? Bien sûr. Quelle a été leur réponse? Eux, ils ont leur vision, ils ont leur paradigme à eux. Tu vois. Donc, sur beaucoup de choses, je les rejoins, sur beaucoup de choses. J'ai eu la chance de parler avec Théophile Obenga, avec, Kovi Gomez, des gens qui sont des pointures, des sommités dans ce qu'ils font. Et c'est ce que je regrette aussi souvent un peu en France. C'est par exemple, quand tu regardes, il y avait une émission comme Décolonisation qui était passée sur France 2, tout le monde disait, ah, c'est une nouveauté, on en parle. Mais je disais, c'est très bizarre. On ne donne la parole qu'à, des descendants d'esclaves ou à des scientifiques européens pour expliquer l'histoire de l'Afrique ou de l'expliquer un pan de l'histoire de l'Afrique. Il manque l'autre côté. Il manque le côté. Le problème, c'est que si tu invites ces gens à l'autre côté, ils vont dire des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre à la télé. Un livre en prévision? Alors j'ai déjà eu j'ai eu 4 approches de maisons d'édition pour écrire un livre. J'y pense très fortement. J'ai une idée très forte en tête. J'en discute avec mon frère parce que c'est lui qui avait aidé ma sœur pour faire son livre sur l'école d'infirmière et je me dis que c'est dans mon coin de ma tête. Mais que j'ai pas envie de me fiction ou précipiter. historique? Plus un livre... un roman avec des personnages qui ont existé? Il n'y aura ni roman, ni fiction, ni historique. Ce sera plus comme un petit manuel d'explication de pourquoi certaines blessures sont là, tu vois. D'accord. Bah, super. Alors, Écoute. merci Denis. Merci encore. C'était un super podcast. Ouais. On a Très, bien très parlé. dense et on vous invite à suivre voilà. toutes ces vidéos sur Instagram, Facebook et À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Le Pitch Club de Lenny Bunga.